Ahmed Kourouma, Oui. parlons un peu de l'insécurité routière en Guinée. Il y a des routes qui nous tuent, il y a tous les jours des morts, des cas d'accidents graves. Qu'est-ce que vous préconisez-vous pour l'État, afin que toutes ces solutions soient mises en œuvre et que les routes arrêtent de nous tuer? Écoutez, il faut que l'État joue son rôle. Il faut que les routes soient dotées de feux rouges, de panneaux de signalisation, ce qui est la moindre des choses dans un état normal. Il faut que les gens passent leur permis avec des auto-écoles et dans des auto-écoles où les gens qui donnent des cours sont formés. En gros, il faut une réforme complète de la sécurité routière dans ce pays. Il faut que les policiers soient mieux payés, plus considérés, mieux formés et qu'ils prennent enfin le rôle qui doit être le leur, c'est-à-dire le respect de l'esprit républicain. La police est le bras armé de la République. C'est elle qui représente l'État au niveau du citoyen. Donc si ces gens-là ne se respectent pas, on ne peut pas les respecter. Mais il y a une réforme considérable à faire au niveau de la sécurité routière. Vous avez des voitures qui ont plus de 20 ans d'existence. Moi, je vois des voitures rouler dans Conakry qui n'ont ni feu rouge, ni feu de clignotant. Je vois des épaves. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de mort? Comment voulez-vous que ça ne continue pas? Donc il faut prendre le problème. Parce que vous savez, quand vous débarquez dans un pays, surtout quand vous êtes un investisseur, vous avez deux premiers contacts. Le premier contact, c'est l'accueil à l'aéroport. Les hôtesses, la douane. Et le deuxième contact, ce sont les taxis. Et quand vous voyez l'état des taxis dans la ville de Conakry, c'est une catastrophe. Quand vous voyez l'état de nos routes, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de panneau de signalisation, il n'y a pas de feu rouge. C'est l'anarchie absolue. Chacun fait ce qu'il veut. Et le problème, c'est que l'État a laissé faire. Donc il faut à un moment donné que l'État sévisse et sanctionne. Vous avez aujourd'hui, mais je vais vous citer deux cas, des accidents qui ont eu lieu où la vie d'un Guinéen de 6 femmes vaut 100 millions de francs guinéens, 10 000 euros. Vous avez eu 50 ou 38 morts il n'y a pas très longtemps dans un bus qui ne devait que contenir que 20 personnes. Et ce bus a traversé la Guinée sans qu'aucun policier ne l'arrête. C'est inacceptable. Et puis le comportement de nos concitoyens au volant, c'est une catastrophe absolue. Nous sommes les premiers responsables de l'incivilité au volant. Le Guinéen, quand il est dans sa voiture, il se croit Dieu. Il ne pense pas une seule seconde qu'un jour, il peut être piéton. Avez-vous un permis? J'ai 3 permis. J'ai un permis guinéen, un permis français et un permis américain. Parlons un peu du colonel Momola Faba. Oui. Arrêté, suspendu, détenu à la maison. Qui est un ami. Quelle est votre perception de cette situation? Alors, c'est très particulier parce que je n'aime pas beaucoup parler des amis. Parce que je ne suis pas forcément objectif lorsque je parle d'eux. J'ai une amitié profonde pour le colonel Barry. Je trouve que c'est un officier hors pair et surtout fait rare dans notre pays. C'est un officier extrêmement compétent. Je vais me permettre de dire ce que je lui ai dit parce qu'on s'est eu au téléphone. Je l'ai évidemment appelé pour lui manifester ma solidarité. Mais je lui ai aussi dit qu'il s'était fait piéger et que quand on est effectivement un officier de l'armée, qu'on a le rôle important qui est le sien, il y a certaines questions auxquelles on évite de répondre. Voilà. Malheureusement, je pense que dans l'élan dans lequel il était, il s'est senti obligé de répondre. Il n'aurait, somme toute, pas dû le faire. Je me permets de le dire là parce que je le lui ai dit et qu'il m'a dit effectivement que j'avais raison. Mais je tiens à lui manifester d'abord ma solidarité et ma profonde amitié parce que c'est un homme qui est épris de justice, c'est un très très bon officier, extrêmement bien formé, et la Guinée en a besoin. Il paraît qu'il est imité à l'intérieur du pays. C'est ainsi. Ok. Parlons un peu du cas de RSF. Le récent classement de la Guinée, 104e mondial. Quelle est votre conception de ça? La liberté d'expression, la liberté d'expression de communication, les journalistes sont refusés, tout ça là. Écoutez. Il y a aussi, je vous rappelle, il y a certaines de vos politiques qui sont partis à Paris pour impacter négativement sur le classement. Est-ce que c'est un comportement républicain? Je ne vais pas juger de ce qu'ils ont fait à Paris. Moi, je puis vous dire que je suis un enfant qui est né sous la Révolution, ou plutôt post-Révolution, que j'y ai fait une partie de mes études et que je sais ce que c'est que le communisme absolu où la presse est verrouillée et muselée.
Et j'en vois la différence avec votre génération, qui, on peut reprocher beaucoup de choses, mais quand même à certaines libertés. Et d'ailleurs qui en fait parfois bien mauvais usage. Bref. Donc, je ne vais pas dire que je suis satisfait des libertés publiques dans ce pays, y compris des libertés de la presse, mais je peux dire qu'il y a quand même un énorme progrès. Ah, Vraiment. un énorme progrès. Oui, vraiment. Sous le régime d'Alpha Condé. Sous le régime d'Alpha Condé, ouais. Expliquez-vous. S'il vous plaît. Écoutez, je vais vous donner 2 exemples. Moi, j'étais choqué de voir qu'un journaliste camerounais pouvait insulter mon président de la République. Rémi Ngono. Oui, Il j'ai est fait à un Paris. papier. Laissez-moi finir. Ok. J'ai fait un papier parce que là, ce n'était pas l'opposant qui parlait, c'était le citoyen guinéen qui ne permet pas qu'on insulte une institution guinéenne. Mais j'étais aussi effaré d'entendre sous la plume de certains journalistes, voire même dans certains médias, qu'on insultait le président de la République. Je trouve que la politique, que le journalisme, ce n'est pas ça. Le journalisme, pour moi, c'est de la profondeur, c'est de la réflexion, c'est de l'analyse, c'est de l'interview, comme on est en train d'en faire, et c'est certainement pas des insultes. Donc, je demeure et je suis un républicain convaincu qui a le respect absolu, premièrement, de l'État et des représentants de l'État. Ne fût-ce que je suis en désaccord avec eux, et je le dis souvent, ce ne sont pas des ennemis politiques, ce sont des adversaires. Donc j'entends que la presse, que les hommes politiques de ce pays commencent à se parler de manière courtoise et avancent des arguments plutôt que des invectives ou des insultes. Et je finirai. Donc je vous dis qu'en ce sens-là, croyez-moi, je trouve que le président de la République est parfois extrêmement passif à ce niveau-là. Parce que si vous voyez ce qui s'est passé récemment au Sénégal avec Macky Sall, on n'en est pas encore là, et c'est tant mieux. Nous avons la chance, on ne dit pas souvent du bien d'Alpha Condé, mais nous avons la chance d'avoir un président de la République qui n'est pas très interventionniste à ce niveau-là. Et pour le cas de nos confrères, soit tués, disparus, Je l'ai condamné et avec la... tabassés, Non mais attendez, je au l'ai... vu au-dessus de tout le monde. Non mais attendez, c'est pas à moi que vous allez faire ça. Je l'ai condamné avec la plus grande des forces. J'ai écrit, et vous savez que j'écris beaucoup, j'ai écrit un papier là-dessus condamnant le tabassage des journalistes, condamnant certaines actions, certaines pressions vis-à-vis des groupes de presse. Je l'ai condamné, ça c'est un fait. Le républicain que je suis ne supporterait pas qu'on touche à la liberté de la presse, ne serait-ce qu'un cheveu. Mais d'un autre côté, je fais le constat, puisque vous m'avez posé la question, je vous dis que nous avons des progrès qui ont été faits en termes de liberté de la presse. Nous avons un président de la République qui, malgré beaucoup de défauts, et parfois il a été interventionniste, je l'ai rappelé tout à l'heure lors du cas Souma, c'est quand même fait bien insulter dans ce pays, et ça, moi, je ne l'avais jamais vu. Vous voyez ? Donc je pense aussi qu'à un moment donné, la presse doit s'auto-réguler et doit faire le ménage en son sein, de manière à ce qu'il y ait des gens qui soient dans l'argumentaire, encore une fois. Moi, je suis pour l'argumentaire, je ne suis pas pour l'insulte. Quel est le projet politique du parti groupe face à toute cette difficulté avec les Le projet médias? politique, il est simple, il est d'arriver au pouvoir et de redresser le pays économiquement. C'est de renouer avec la formation, avec l'excellence, c'est de former nos cadres, c'est de réserver des emplois à nos jeunes, c'est de réserver des marchés à nos entrepreneurs, c'est de les accompagner par des aides, les aides à la création d'emplois, les aides à la formation, c'est de créer par exemple ce qu'on pourrait appeler l'équivalent en France qui pourrait exister ici, c'est-à-dire un pôle emploi où on va rémunérer les jeunes chômeurs par mois et les pousser à aller chercher du travail. C'est sorti de vraies statistiques enfin sur la jeunesse, sur ses besoins. Voilà, c'est tout ça. Il y a une multitude de choses à faire dans notre pays pour que, croyez-moi, le parti groupe ait réfléchi à cela et que lorsque nous arriverons en gouvernance, nous soyons en capacité de faire dans les jours, les heures, les mois à venir des propositions concrètes à faire à nos concitoyens. Pensez-vous, par exemple, que la presse guinéenne ne fait pas bien son travail et qu'il y a parmi nos confrères des très mal formés, comme les présidents qui ne font pas des investigations, qui ne lisent pas, qui n'écoutent pas, qui sont déjà dans une partie prise avant même que l'événement se passe en Guinée? Écoutez, la réponse est dans votre question. Moi, je me garderais bien de faire la leçon à la presse. Je pense qu'il y a des journalistes très bien formés dans ce pays
des gens comme Lincoln, de Nostalgie, vous avez des gens comme Moussa Moïse, vous avez des gens comme Amin Guérassi, qui sont de très bons journalistes. Et vous avez aussi, effectivement, mais comme partout, des brebis galeuses. Des gens qui sont des feignants intellectuels, qui ne sont pas formés et qui font de l'esbrouf. Ça arrive. Bon, c'est à vous, c'est pas à moi, en tant que politique, de vous donner des leçons. C'est à vous, au sein de votre corporation, de faire le ménage. Parlez un peu de Mokhtar Diallo, de vos frères de l'opposition qui se sont démarqués de votre ligne politique. Oui. Aboubacar Sylla, Mokhtar Diallo, etc. Oui. Qu'est-ce que vous les dites réellement? Écoutez, je vous annonce je pense qu'ils feront partie du prochain gouvernement, je vous l'annonce. Clairement. Clairement, je pense qu'ils feront partie du prochain gouvernement et je pense que c'est une bonne chose. Pensez-vous qu'ils seront dans une totale liberté de ton d'activité avec le prochain gouvernement? Ça, c'est leur affaire, ça ne me regarde pas. Je pense qu'un ministre doit avoir la personnalité suffisante pour imposer son point de vue, surtout lorsque l'on vient de l'opposition et que l'on vient dans un gouvernement, pas d'union nationale, mais un gouvernement d'ouverture. Parce que ce sera, à mon avis, en tout cas je l'espère, un gouvernement d'ouverture. Mais je ne vais pas faire partie de ceux qui vont invectiver Mokhtar ou Aboubacar Sylla. Ils y vont avec ma bénédiction, vraiment, parce que je trouve que nous sommes dans une situation économique catastrophique et que ce sont des hommes et des femmes de valeur qui vont peut-être, à leur manière, apporter quelque chose à la Guinée. Donc s'ils y vont, tant mieux. C'est pas ce que moi j'aurais fait personnellement, mais croyez-moi, je leur souhaite vraiment bon vent. On est à quelques jours, je vous signale, de l'annonce du gouvernement. Je vous prédis, moi je vous dis qu'ils y seront. Et s'ils y sont, ce sera tant mieux, pourvu que ce qu'ils auront lâché dans l'opposition pour rejoindre un gouvernement de coalition, voire la mouvance, soit bénéfique pour le pays. Voilà, je fais partie de ceux qui pensent que lorsque des hommes et des femmes intelligents, qui ont des capacités réelles à fédérer le pays, à faire avancer le pays, ils doivent collaborer. Que retenez-vous des Kassori Fofana? Est-ce qu'il sera... Je ne connais pas l'homme, donc je ne peux rien en retenir. Je ne le connais pas. Ok. Pensez-vous qu'il sera, par exemple, parce que puisque vous avez prédit la nomination de Mokhtar et d'Aboubacar Sylla, est-ce qu'il sera le prochain Premier ministre de la Guinée? En tous les cas, il fait tout pour. Donc je ne sais pas, mais il fait tout pour. Vu ses dernières sorties, je vous signale que son parti a été fusionné. Il y a eu une fusion avec l'URPG, Arc-en-Ciel. Donc oui, c'est des gages, il donne des gages de bonne volonté au président de la République. Après, on verra comment il sera remercié. Mais limite, c'est pas ma tambouille, ça. Croyez-moi, j'ai d'autres préoccupations que de me préoccuper du sort de monsieur Kassori Fofana. Dans votre intervention sur les réseaux sociaux, vous serez beaucoup plus favorable qu'il sera au soir qu'à la primature? J'ai pensé effectivement, pas favorable. J'ai fait une analyse politique et j'ai pensé que je ne pensais pas qu'il serait nommé Premier ministre. Je le voyais plutôt effectivement au perchoir pour tenir la barre dans la perspective de certains grands rendez-vous qui ne m'ont pas manqué d'arriver. Après, je peux me tromper. Les sirènes révisionnistes? Je ne ferai pas de commentaire là-dessus parce que j'ai toujours dit que tant que le président de la République ne s'était pas lui-même prononcé, je me garderai de faire un quelconque commentaire. Je suis un responsable politique mature. Je ne spécule pas et je ne fais pas des conjonctures. Alors, je me base sur les faits. Quand le président de la République se sera exprimé là-dessus de manière claire, je prendrai ma décision et mes responsabilités à ce moment-là. Alors, au cas où cela arriverait, quelle sera votre position? Je ne peux pas vous répondre puisque la situation pour moi n'est pas encore arrivée. Okay. L'alternance politique sera beaucoup plus favorable avec la jeunesse ou bien avec les politiques qui sont sur place? Je n'en sais strictement, c'est rien, c'est à la jeunesse de prendre ses responsabilités. Vous savez, nous avons un pays qui a la chance de représenter 40%, 70% des gens ont moins de 40 ans. Donc c'est à elle de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas aux politiques. Je pense que vous prédisez un véritable Big Bang politique. Absolument. Pour 2025-2020, oui. Expliquez cela. Écoutez, vous avez une nouvelle classe politique qui arrive. Vous avez des gens comme moi, vous avez des gens comme Aliouba, vous en avez d'autres. Vous avez cité Mokhtar, il y a Aboubacar de l'UMP que je côtoie, qui sont des garçons brillants. Donc oui, vous avez Madame Doré, Marie-Madeleine qui arrive. Vous avez des gens comme Faya Minimono qui sont d'excellents politiques.
et qui arrive. Donc il y a une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qui arrive et je pense qu'effectivement le pays va s'en trouver bouleversé. On va petit à petit mettre à la retraite pas mal de gens dans ce pays. Et c'est une très bonne chose. Parce qu'on ne peut pas durer éternellement ou dans l'administration ou dans la politique pendant 40 ans. Il faut à un moment donné faire la place. En deux mots, s'il s'agit de parler d'Alioba, oui. Qu'est-ce que vous direz? Je dirais que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, beaucoup d'affection et surtout, au-delà de tout ça, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et de très tranchant. Alors, il a la fougue de sa jeunesse, et on en a déjà parlé, il faut qu'il apprenne un peu à dire les choses de manière un peu moins virulente, et voilà, c'est la seule chose qu'il a, mais sinon c'est un homme d'avenir de ce pays, en tous les cas je l'espère, parce que c'est un garçon extrêmement compétent. Extrêmement compétent. Quel est votre, par exemple, est-ce que souhaiteriez-vous vous présenter aux élections présidentielles en tant que jeune? Non. Papa Poli, par non, exemple, pas du tout, pas du tout. Moi, je l'ai toujours dit, je serai un serviteur de l'État. Je ne serai pas un homme d'État. Il y a une grande différence entre les hommes d'État et les serviteurs de l'État. Je serai un grand commis d'État, je l'espère, parce que je veux servir mon pays au plus près de ses réalités, mais je n'ai pas d'ambition présidentielle. En matière d'économie, la crise économique en Guinée qui est beaucoup plus complexe, perplexe. Perplexe ou complexe? Les deux. Les deux, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut par rapport à tout ça? Comment ça, qu'est-ce qu'il faut? Comme solution. Et la solution, c'est une autre orientation économique. Vous avez aujourd'hui... Libéral? Oui, je crois au libéralisme. D'emplois. Non, je crois au libéralisme. Moi, je crois à l'initiative privée. Je crois en l'entrepreneuriat privé. Je pense que le privé est le secteur qui développe un pays. Et je pense que aujourd'hui, le libéralisme a pris le pas, que ce soit sur le communisme ou sur le socialisme. Même la Chine, qui était l'un des garants du communisme mondial, s'est rangée à l'économie libérale. Donc c'est pas pour rien. Donc je crois effectivement à l'initiative privée, je crois au désengagement de l'État dans l'économie. Je suis un régalien, ce qu'on appelle un régalien. C'est-à-dire que je crois que l'État est là pour mettre en place les leviers qui font qu'il peut y avoir un essor économique, qui font que des jeunes entrepreneurs vont pouvoir créer de l'emploi, créer leur société. Ça, c'est le rôle régalien de l'État. Par contre, je suis pour le désengagement de l'État dans les affaires privées parce qu'il faut laisser le secteur privé développer ce pays. C'est lui qui va le faire et personne d'autre. En matière d'entreprise, s'il y a 10 employés, s'il y a 10 employés dans une entreprise, 7 doivent être guinéens obligatoirement et à des postes qualifiés. Vous avez aujourd'hui des Guinéens, et j'en connais beaucoup, notamment des jeunes de l'Axe par exemple, qui sont surqualifiés, d'accord, et qui ne trouvent pas d'emploi. Nous devons avoir une politique patriotique en matière d'emploi et une politique en matière d'économie, de ce qu'on appelle le patriotisme économique. Tous les pays le font, à commencer par les États-Unis, à commencer par la Chine. Vous ne pouvez pas aujourd'hui en Chine ouvrir une société si vous n'avez pas un Chinois avec vous. Et c'est pareil à Dubaï, c'est pareil dans tous les pays du monde. Pourquoi nous ne ferions pas la même chose? Voilà ce que je demande. Donc je ne demande pas à ce que les Chinois nous donnent des emplois. Je demande à ce que l'État guinéen fasse respecter les règles qui sont les nôtres dans notre pays. Il y a toutes les priorités en Guinée. Éducation, santé, tout à fait. Loisirs, culture, sport. Tout à fait. En tant qu'homme politique, quel est le domaine le plus prioritaire? L'éducation. Sans hésiter. Et quel budget guinéen, c'est 13%, je pense. C'est 13% du budget. Et qu'est-ce qu'il faut par rapport à... Il faut le monter pratiquement à 20-25%. Okay. Et il faut faire de grandes réformes. Et il faut... Vous savez, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Vous avez des profs qui sont mal formés qui ne se forment pas parce qu'ils sont mal considérés, plutôt déconsidérés, dévalorisés et surtout extrêmement mal payés. D'accord? Ils ne bénéficient pas de l'accompagnement de l'État, ils n'ont pas de ce qu'on appelle des logements sociaux, etc. Donc ces gens-là, qui sont ceux qui doivent former nos enfants, doivent être pris en charge, doivent être formés et surtout extrêmement bien payés. Il doit y avoir une rénovation absolue de l'école publique qui a été saccagée au profit de l'école privée dans ce pays, de l'enseignement privé. Il faut que l'État, encore une fois, reprenne ce qu'on appelle son rôle régalien, former les enseignants, former ceux qui forment nos enfants. Point final. Et que nos enfants étudient dans des conditions décentes.
avec des salles climatisées, qu'on mette un service public à leur service pour qu'il y ait des ramassages scolaires. C'est simple à mettre en place dans un pays. Il faut le faire. Je ne comprends pas. Comment voulez-vous que les enfants, qui arrivent en classe à 7 heures, qui sortent le soir à midi pour manger un sandwich, donc qui n'ont pas de cantine scolaire, apprennent? Comment voulez-vous que les enfants qui sont dans des classes de 50, voire 80, donc surchargés, puissent comprendre ce qu'un professeur leur dit? C'est impossible. C'est impossible. Nous sommes à la fin de l'émission. Il ne reste qu'à vous demander votre mot de la fin pour l'émission. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ce qu'on a dit? Mais j'espère avoir répondu de manière honnête à vos questions. J'ai beaucoup aimé vos questions. Je sais que vous avez essayé de m'entraider de manière un peu malicieuse sur un terrain, mais bon, c'est votre rôle. Je voudrais souhaiter bon vent au prochain gouvernement qui va être mis en place, et surtout à mes frères Boubacar et puis Mouktar. Et puis il n'y a pas que Mouktar, je pense que Bahouri aussi en fera partie, donc je lui souhaite aussi bonne chance. Pour ma part, non, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Vous savez, il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour comprendre ce qui se passe. Non, c'est pas une question d'oreille. C'est juste une question d'analyse politique. Je sais, pour ma part, que voilà, ce sont des gens qui vont être forcément cooptés. C'est une très bonne chose, encore une fois, je l'ai dit. Et puis, je voudrais faire comprendre d'abord à nos concitoyens que je suis rentré dans mon pays, pas pour me faire des amis, mais pour changer les pratiques de ce pays. Je n'ai pas envie de me faire des amis. Nous avons besoin d'hommes politiques clairs, nets, tranchants dans le devenir de ce pays. Voilà, ça c'est important. Et puis je voudrais vous remercier pour m'avoir accordé cette petite heure entre nous, parce que c'était très agréable de parler par votre intermédiaire à nos concitoyens, d'éclaircir certaines choses, notamment ce qui s'est passé effectivement sur les réseaux sociaux à propos du Parti Groupe. Et puis j'espère vous revoir avec de meilleures nouvelles et dans de meilleures conditions économiques pour notre pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission Politiquement OK. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.